Les gens qui ne veulent pas faire mal à quelqu'un ne peuvent pas prendre de bonnes décisions. Donc les dirigeants ont le cœur de pierre. De toutes les manières, si tu ne sais pas être à l'aise de faire mal, tu ne peux pas prendre des décisions. En Afrique, lorsque tu prends une décision qui n'a pas produit du résultat, les gens te critiquent. Ils vont te critiquer jusqu'à quand ça va commencer par donner, on va dire c'est maintenant qu'on comprend ce que tu voulais faire. Il fallait nous expliquer. J'ai dit que si je t'expliquais, tu n'avais pas compris parce que moi-même, je ne comprenais pas. Mais pourquoi les dirigeants ont peur de décider, même ceux qui ont l'air très sûrs d'eux? On dit que quelle que soit la physionomie du mouton, la fête de la Tabaski aura Lieu. Donc, il y a des gens, ils doivent prendre des décisions. Et c'est des poules mouillées. Le mot dit diriger. Le boss, on fait quoi? On dit le boss, on fait quoi? Donc, ça veut dire quoi? La dernière fois, tu voulais soulever le couvercle de la marmite. Et ça t'a brûlé parce que tu n'as pas mis. Tu décides de ne plus ouvrir du tout. Et c'est exactement ce qui arrive aux dirigeants. Ils ont pris une décision par le passé. Ça les a brûlés. Ils décident de ne plus façon décider. radicale. Mais ça, on appelle ça la lâcheté. Car il y a un proverbe africain qui dit que si tu n'es pas prêt à acheter un mouton, ne va pas consulter le phare. C'est de mon village, hein? Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau numéro de la Team Agile, le talk des décideurs agiles by Agile Team. Ensemble, chaque semaine, on décrypte, analyse et challenge ce qui secoue le monde des affaires, de la tech, du leadership dans le monde et surtout en Afrique. Pour ce programme, ce rendez-vous de dirigeants, je suis votre hôte Dominique Odiep et en co-animation, je suis avec Tanela Vosi, Deputy CEO de Agile Team. Hello Tanela. Hello Dominique, bonjour à tous. Ça va bien? Très bien, content de te retrouver. Ah, contente également pour justement ce 11e épisode, sachant que nous avons tourné 10 épisodes et nous vous remercions encore. N'est-ce pas, Daniela? Absolument, merci. D'être fidèle et de commenter, de partager vos avis. Nous sommes avec notre expert permanent, Herman Capot, chairman de HNC. Bienvenue, Herman, ça va? Salut. Ça va bien? Dieu fait grâce. Tu es en casquette? Hein? Oui, j'ai oublié. Bon, je suis en casquette. Alors, justement, aujourd'hui, on va en flèche avec les top business news. Wave veut devenir, ambitionne devenir une banque. Dangote, le milliardaire Dangote prépare l'introduction en bourse de sa méga raffinerie. Amazon licencie 14 000 postes à cause de l'IA. Le Cameroun éclaboussé par une fraude crypto-monnaie de 562 millions de dollars. En top trend, aujourd'hui, nous verrons le modèle de travail hybride, flexible. Quelles sont les adaptations management que les leaders doivent faire? En hot topic, aujourd'hui, spécialement pour ce 11e épisode, nous serons en interne avec la Team Agile et nous parlerons de la peur de décider et le courage managérial. Pourquoi les décideurs et comment les décideurs se retrouvent face à la peur de diriger, de décider et de prendre des décisions difficiles. Alors, on commence en flèche, Tanela, avec les top business news numéro 1. Wave qui ambitionne devenir justement une banque officiellement, mais pas encore apparemment, avec un capital de 20 milliards de francs CFA. Effectivement, c'est officiel. Wave veut se lancer dans la banque. Lors du 22 août dernier, Wave a enregistré donc les statuts de sa nouvelle banque, Wave Bank Africa SA, avec un capital de 20 milliards de francs CFA. L'objectif est simple, cette structure a pour mission de proposer des services bancaires classiques, accepter les dépôts, permettre les retraits, octroyer des crédits. Et avec ce choix de lancer une banque, d'ouvrir une banque, Wave ambitionne en tout cas d'avoir des marges beaucoup plus importantes sur des produits, donc sur les produits bancaires tout simplement. C'est un nouveau cap, bien évidemment, pour Wave. Mais rien d'étonnant, puisque finalement, il y a quelque temps, Orange Money avait lancé Orange Bank. Tout à fait. MTN a fait le shift vers Bridge Microfinance. Et Diamo, qui aussi a eu son agrément de microfinance. Absolument. Donc. Et on a parlé la dernière fois dans les épisodes précédents également de Revolut. Tout à fait. Qui est en train qui de prend beaucoup de terrain, en fait. Absolument. Oui. Donc, j'ai envie de dire que l'histoire est en train de s'écrire sous nos yeux, celle d'une convergence finalement entre les fintech et le secteur bancaire. Et puis le mobile money.
C'est ça, absolument. Maintenant, la question est de savoir si les clients de Wave Mobile Money, hein, Wave, Oui. vont suivre. Est-ce qu'ils vont justement Migrer faire vers la la banque? bascule? L'arrivée d'Orange Bank, en tout cas, n'a rien bouleversé. Au contraire, la plupart des consommateurs ont souscrit à des prêts et puis ont disparu. Ils ont fait, ils ont détruit leur carte SIM. Bon, là, avec Wave, c'est un peu différent. Il y a une meilleure traçabilité, mais bon, voilà, il y a un enjeu, il y a une question quand même qui se pose. Et puis aussi, avec ce choix d'ouvrir, de créer sa banque finalement, Wave ambitionne de répondre à la non-bancarisation. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire notamment, le taux de... On a un faible taux de bancarisation qui tourne à peu près à 30%, donc ce qui est très faible. Et de par son modèle simple, de par son modèle agile, de par son modèle digital, Wave veut maximiser en tout cas l'inclusion financière et donc rendre la banque accessible à tous. Mais attention, on sait bien que banque et puis mobile money fintech, là, c'est pas la même chose. Donc Wave va devoir Est-ce qu'ils vont pouvoir justement s'adapter? Moi, j'aimerais demander à Herman directement. Herman, est-ce que tu penses que Wave, qui a l'habitude de travailler sur du mobile money, des transactions en termes de fintech, est-ce que tu penses qu'ils seront à la hauteur des enjeux de la direction, du leadership d'une banque? Comme le dit un proverbe Africain, c'est pas parce que tu étais Chingali que tu vas rester Chingali. Si tu peux être Biasso, tu peux être Biasso. Ah, ça veut dire quoi? Ça veut dire vaudou, là. Ouh là là. Tu sais, il y a des... Au Bénin, il y a plusieurs types de vaudou. D'accord. En fonction du vaudou que tu as choisi. Tu peux être adepte de vaudou X, tu peux être adepte de vaudou Y. Donc, et il y a des similitudes. Tu vois, il y a des similitudes. On dit souvent que quand quelqu'un qui va à l'église, ça dit qu'il est Chingali. Tu ne peux pas comprendre. En fait, justement, j'ai de la peine à comprendre. Non, tu peux pas comprendre. On va donner des proverbes africains que tout le monde peut comprendre. En fait, c'est ça. Est-ce que vous vous avez compris le proverbe d'Herman? S'il vous plaît, dites-nous. À part les Béninois, bien sûr. C'est un proverbe pour les Béninois. À part les Béninois. Connaître votre culture. Quand on dit que même si tu ne sais pas où tu vas, il faut savoir d'où tu viens. Vous, la génération Z. Oh, excusez-nous, vous monsieur. Vous ne savez même pas d'où vous venez. Excusez-nous, monsieur. J'étais au service de passeport hier, je vais vous mon passeport. Et puis on me dit, tiens, tu viens d'où? J'ai dit, je suis Adja. Il dit, non, Adja, c'est ethnie. Tu viens d'où? J'ai dit, dis mon village. Bon, vous là, est-ce que vous pouvez dire votre village? Je peux dire mon village, hein? Est-ce que... Non. La transition en toute chose est possible. Mais vous savez, en général, pour une entreprise innovante, une entreprise qui propose des services que les gens apprécient, le client a cette tendance à dire, mais ce que tu m'offres là comme rapidité, ce que tu m'offres comme fluidité, il veut encore plus. La facilité avec laquelle j'utilise ton application mobile pour faire des paiements, j'aurais bien aimé... Avoir ça sur une banque. J'aimerais bien aimé avoir ça sur une banque. Absolument. Et je me demande pourquoi tu n'es pas une banque. Tu vois, c'est comme ce qui arrive par exemple à un psychologue qui écoute tellement son patient. Et le patient dit, mais pourquoi tu n'es pas mon épouse? Pasteur. Hein, ok. Pourquoi tu n'es mon épouse, mais tu n'es pas mon époux? Ou bien justement le pasteur qui va coacher, donc du coup, il va dire, mais tiens, oui, mais tu me comprends, etc. Donc quand c'est comme ça, un homme comme toi. On appelle ça l'extension de service, l'extension de valeur. C'est l'écoute aussi du marché, c'est l'écoute aussi du client, comme on disait depuis tous les épisodes. Les gens disent, ok, aujourd'hui, je transfère mon argent de Wave vers UBA, de Wave vers Orabank ou bien d'Ecobank ou vice-versa. Mais le service que Ecobank m'offre quand mon argent arrive là-bas, c'est ça. J'aimerais que tu sois... Et puis, je suis limité dans les montants que je peux utiliser, etc. Si toi, Wave, tu peux créer une super app bancaire où j'ai les services avec la qualité, la fluidité de la super app que j'ai actuellement, bingo! Donc, c'est les clients qui demandent. OK. Après, on sait que Revolut, par exemple, pour répondre du coup à la réglementation bancaire, aux questions de compliance en matière de banque, a dû aller recruter, par exemple, comme PCA, l'ancien PDG de Société Générale, et a dû aller recruter sa CEO Afrique, Europe du moins, qui vient de chez BNP Paribas, parce qu'effectivement, il faut de la pratique bancaire. Mais attention, il ne faut pas trop rendre... trop structurer ce qui doit rester simple. Mais vu que tu parles justement de banque, Herman, de Société Générale, Revolut, etc., comment est-ce que justement ces banques traditionnelles doivent s'adapter face aux fintech qui deviennent banques, etc. On a parlé de Orange Bank tout à l'heure. Selon moi, le défi avec Orange Bank, c'est que le service Orange Money n'était pas déjà waouh. Oui. Il n'y avait pas de super app.
Oui. Ok. D'accord. Wave part avec un avantage. Donc, Ils sont déjà Wave part super avec un apps, ils sont avantage. très Deuxièmement, intégrés. et j'espère que Jamo allait chercher un expert en microfinance pour diriger, donc du coup, Jamo Microfinance. Tout à fait. Je ne suis pas à l'aise avec ça. Pourquoi? Je préfère une personne qui, par exemple, est IT, est digital, Oui. et qui est qui a épaulée fait la par, formation ITB. ITB, Ok. c'est la banque d'information que La les banque, banques oui. suivent. Qui comprend les règles de compliance. Parce qu'effectivement, si tu n'as pas été dans le milieu bancaire, mais si tu prends un banquier en bonne uniforme, Wave et Orange à aller chercher le DG, qui est un ami, qui est une personne que j'apprécie. Ce n'est pas une question de compétences bancaires. Il vient C'est chez- compétence il vient chez BNP. tech, quoi. Voilà. Et donc, il y a une façon dont la tech fonctionne. Il y a une structuration. Même l'écosystème de Et donc, du start-up coup, tech, en fait, n'est pas le banque, même que la Ça banque. doit rester une start-up. Oui. Si Il faut ça l'esprit ne de reste- start-up. Oui, on peut avoir tous les règles de compliance. Parce que c'est Aujourd'hui, ça la valeur ajoutée finalement. absolument. Aujourd'hui, la Banque centrale exige à toutes les fintechs d'avoir un certain nombre de règles de compliance, d'avoir un directeur juridique, un directeur de risque, un directeur de conformité, etc. Je ne définis pas ce niveau. Le défi, c'est le mindset, la culture. La culture de Orange Bank n'est pas une culture, on va dire, start-up. Et donc, du coup, il ne peut pas casser la baraque. Donc, Orange Bank à Europe a décidé, a dû fermer, a dû se céder parce que quand tu n'as pas la culture, on va dire fintech, tu n'as pas la culture, on va dire start-up, tu ne peux pas. Tu peux pas t'en s'improvise sortir. En gros, ça veut dire aussi que les grosses banques, comme Société Générale, etc., La Société Générale ne essaie de peuvent pas. lancer, comment dire, Youp, ça n'a pas Il n'a marché. pas marché. Ouais. Ouais, c'est vrai. Ça n'a pas marché. Donc, À cause du mindset, d'après toi? Oui, c'est le Ou mindset, de c'est la la culture. mindset, Parce la que, en culture fait, d'entreprise qui oui, n'est bien pas sûr, assez ben, tech. on est ici dans le domaine de la tech. Même si on dit que c'est une banque digitale. Il y a beaucoup de gens qui ambitionnent d'être une banque digitale. Mais comme le dit un proverbe, on ne met pas les canards à l'école des aigles. Tu ne peux pas demander à des cinquantenaires, à des quarantenaires, parce que je connais une banque dont je vais taire le nom ici, qui a vraiment la meilleure infrastructure digitale qui puisse être, avec la fluidité que cela nécessite. Je ne vais pas faire la publicité. Non, je ne vais pas citer le nom. Non, comme c'est une publicité, on va dire défavorable, je ne vais pas citer le nom. D'accord. D'accord. Mais sauf que tu as les chariots de qui ont 50 ans. Ils ne sont pas digital ready. Donc, Non, c'est dichotomique. Voilà, c'est Yeah. dichotomique. Et donc, du coup, si tu crées Orange Bank et tu recrutes des banquiers, tu recrutes des gens qui viennent des banques et qui ont un mindset, qui ont un mindset start-up, ça va marcher. Bien évidemment, si c'est des start-upers qui passent le temps, donc, du coup, à passer les écritures dans les escaliers, si c'est ça eux que tu prends aussi, ça va être aussi Ça challengeant. va être compliqué. Donc voilà. En tout Donc, cas. C'est voilà. une chaîne en fait. C'est Voilà, une chaîne. donc du coup, comme le dit un proverbe africain, la viande du vaudou, on ne fait pas traîner ça dans la rue. En top business news numéro 2, le milliardaire Dangote prépare l'introduction en bourse de sa méga raffinerie. On parle là justement d'une ambition de devenir la meilleure raffinerie dans le monde, Tanela. Alors, est-ce que tu pourrais nous dire quelles sont justement les données clés qui nous permettent de comprendre l'impact économique de cette entrée en bourse de la méga raffinerie de Dangote? Effectivement, Dominique, c'est une excellente nouvelle pour le Nigeria et j'ai envie de dire pour l'Afrique en général. Aliko Dangote donc, a annoncé vouloir introduire en bourse deux branches de ses activités, donc Dangote Fertilizer pour les engrais au 4e trimestre 2025 et Dangote Refinery repoussé pour 2026. Donc ces projets ont été annoncés justement comme innovateurs. C'est une décision stratégique et importante pour Dangote. L'idée ici, c'est effectivement de pouvoir contribuer à l'amélioration de la qualité de vie des Nigérians. L'autonomisation également. Absolument, puisque qui dit entrée aux bourses dit capacité de lever des fonds beaucoup plus importants. On va avoir des exportations beaucoup plus importantes, donc un impact direct sur la balance commerciale La création du pays, d'emplois. la création d'emplois, l'autosuffisance énergétique et agricole. Donc on a hâte en tout cas de constater et de pouvoir palper concrètement justement l'impact de ces entrées en bourse. On a hâte, hein, vraiment, parce qu'on parle souvent de souveraineté énergétique et aussi. Est-ce qu'on peut dire qu'avec un projet de cette ampleur, Eman, Dangote reprend le leadership que les États avaient historiquement? Tu sais, de façon générale dans le monde, mais plus particulièrement dans nos pays, on passe le temps à ressasser, donc du coup, à ressasser les situations, anciens succès. les insuffisances Ok. socio-économiques. Suffisance. Pourquoi est-ce qu'on est un premier producteur africain de pétrole et puis On n'arrive n'a pas à de faire raffinerie? si ça. Beaucoup de gens ont fait des forums et des forats. Ils ont créé toute une mafia autour des raffineries. Donc, du coup, pour tirer le meilleur profit possible, il y a quelqu'un qui a dit, moi, je viens faire un vrai projet. Il y avait un vrai projet, il y avait Du une vraie concret. ambition, avec de l'impact direct sur, donc, du coup, la vie des gens, l'économie, etc., de façon générale.
Parce qu'il faut dire que lorsqu'une entreprise réussit ou décide de passer en bourse, de s'introduire en bourse, il y a quelques indications. La première des choses, c'est qu'elle considère qu'elle est solide. Elle est mature, elle est solide. Elle est solide, Ouais. elle est bien organisée, elle est bien gérée. Elle a un bon système surtout. Elle a un bon système, et elle est très compliant, on va dire comme ça. La deuxième des choses, c'est qu'elle considère également aussi qu'il y a un potentiel de développement. Lequel potentiel de développement va nécessiter donc du coup plus de capacité de financement. C'est aussi l'idée qu'on veut partager avec les autres la richesse. Oui. La valeur ajoutée que nous créons, la valeur ajoutée que nous gagnons. Donc, tu as de l'impact sur l'économie. Donc, si les populations ou les épargnants nigériens peuvent saisir cette opportunité et donc, du coup, acheter les actions Dangote Refinery, je crois. Et donc, ça va permettre effectivement à eux de s'enrichir. Donc, ça veut dire qu'il a confiance en son histoire. Et puis, bien évidemment, dans son ambition d'élargir les capacités actuelles de la raffinerie, de ces raffineries, eh bien, pour devenir la plus grande raffinerie du monde, c'est ce qu'il souhaite faire. Donc, il va avoir plus de facilité, donc, du coup, de levée de fonds. Donc, de levée de fonds, je ne sais pas dans quelle bourse il veut s'introduire, si c'est la bourse du Nigeria ou pas. Mais de toutes les manières, en levant beaucoup plus de fonds, il y a beaucoup plus de capacité, donc, du coup, de financement et de développement. Et ça ne peut que faire avancer. Ben, c'est une entreprise de référence qui est bien gérée, avec une bonne gouvernance. Bon, voilà. Bonne réputation surtout. Absolument. Alors toi, en tant que dirigeant, quand tu analyses cela, quels sont les risques qu'un dirigeant devrait prendre en considération avant d'avancer dans un domaine aussi sensible? De toute manière, lorsqu'on décide de s'introduire en bourse, ce n'est pas forcément toutes les actions qu'on met en bourse. On peut décider donc, du coup, de mettre une partie de ces actions en bourse. On peut, par exemple, avoir une entreprise de base qui est entièrement introduite. Toutes les actions sont, on va dire, accessibles et vendables sur le marché. Et puis, c'est cette entreprise qui a une part dans une entreprise principale dont on va garder le contrôle. Ce n'est pas forcément toutes les actions donc, du coup, qui sont en bourse. Par exemple, tu vois, les EcoBank, il y a certains pays dans lesquels les EcoBank sont introduits en bourse et il y a d'autres pays dans lesquels ce n'est pas introduit en bourse. Tout à fait. Et il y a ETI, donc, qui est on va dire, la grande boîte. La grande boîte, et dont on connaît les actions de façon générale, donc, que nous achetons, on revend, etc. Et puis, il y a EcoBank Côte d'Ivoire, qui est à la bourse régionale aussi. Donc, ce n'est pas toutes les entités forcément. On peut décider ou non de ne pas introduire toutes les entités, ce qui permet donc du coup de protéger une partie de son patrimoine. Après, chacun choisit. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de faire ça, qui sont multimilliardaires. Ils ont des fortunes qui avoisinent maintenant les 500 milliards de dollars, alors qu'ils sont à 100% introduits en bourse. Après, c'est le choix qui est fait du point de vue financier. Mais il n'y a pas de... En fait, ce n'est pas parce qu'une entreprise ne va pas tomber parce que tu es entré en bourse. Oui. L'entreprise tombera parce qu'elle est plus performante. Ok, tout à fait. Que tu décides de ne pas entrer en bourse, de rester du coup une private. Tout dépend de comment est-ce que tu gères, comment tu manages l'entreprise, comment tu la diriges. Si l'entreprise est bien gérée, la bonne nouvelle, lorsqu'on va au public, on décide d'aller donc du coup de faire une entrée en bourse, c'est qu'on a plus de facilité de lever de fonds, mais on a plus de règles, à de respecter, gouvernance, de compliance qui s'imposent à nous. Voilà. On doit Si se vous n'avez pas mettre en l'habitude de normes, en partager des règles. chiffres réels, par exemple, vous êtes obligé Au jour le jour. de fournir les chiffres sur vos performances, au moins minimum chaque trimestre. En tout cas, entrer en bourse, c'est une ambition qui montre que tu es une entreprise qui est très bien gérée. Absolument. C'est le signal ça. que tu montres aux investisseurs, tu es aux États. transparent, Que tu es rigoureux, Absolument. tu es implacable sur la stratégie, C'est sur clair. la gouvernance, etc. Magnifique. En tout cas, ce que je retiens aussi, Aman, ce que tu dis, c'est que vaudrait mieux aussi ne pas mettre ses œufs dans le même panier. Parce que, voilà, il faut pouvoir saisir les risques. C'est pas la bourse qui détruit une entreprise. Oui, tout à fait. C'est la sous-performance qui détruit une entreprise. Tout à fait. Okay. En Qu'elle soit en top- bourse ou pas. En top business news numéro 3, on parle d'Amazon qui supprime 14 000 postes à cause de l'intelligence artificielle. C'est une décision radicale. Daniela, quels sont les chiffres justement qu'on a par rapport à cela? Quels sont les secteurs qui sont touchés par cette réforme radicale? Cap sur la tech, bien évidemment, Dominique, avec l'IA. Donc l'IA continue de transformer les modèles d'affaires, mais derrière l'innovation, quels sont les enjeux stratégiques pour les entreprises? Et ben pour Amazon, l'IA ne fait pas que livrer plus vite les colis, mais aussi elle fait disparaître 14 000 Très vite postes. aussi. Voilà. Le géant du e-commerce a mis sur l'automatisation pour booster sa performance et le coût social est énorme. Tout à fait. Il a été annoncé la suppression de 14 000 postes dans les effectifs corporatifs, donc soit environ 4% des salariés de bureau dans le cadre de cette restructuration liée à l'accélération dans l'investissement dans l'IA.
tout simplement. Alors, ces postes, effectivement, concernent De quel domaine? les fonctions de support, donc l'ingénierie. On a une grosse part il faut que je retrouve les chiffres, mais on a une grosse part Tout ce qui peut être automatisé par l'intelligence artificielle, en gros, a été supprimé. Ou bien par l'IA générative. Oui, tout ce qui peut être remplacé, oui, de toute manière, je pense que, quand on parle de menaces des postes, etc., et du travail humain, c'est un peu ça. Mais oui, l'ingénierie, bien évidemment, avec l'IA, elle est beaucoup plus Avancée, optimale, elle plus est beaucoup plus rapide. avancée, beaucoup plus pratique. On a également tous les postes liés au marketing, au commercial, qui ont été touchés. Et on a également quelques coupes aussi au niveau des services cloud, ce qui est d'ailleurs un peu surprenant, étonnant. Hein. Moi, j'aimerais bien aussi avoir vos avis. Parce qu'il y a quelque temps, d'ailleurs, je discutais avec le représentant de Amazon Côte d'Ivoire, Lucas Raouli, qui est d'ailleurs, je vous invite tous à passer par Cartine pour faire vos commandes Amazon. Et il me disait, écoute, Tanella, moi, je te dis clairement, pour le groupe, les marchés africains, en fait, c'est des petits marchés. Et maintenant, justement, les services de e-commerce classiques, c'est pas du tout, en fait, ce qui ramène du cash. Vraiment du cash, du chiffre. Voilà, du chiffre. C'est plus, justement, AWS, le cloud, etc. Donc, quand j'ai vu que quand même... Malgré cela, ils sont en train de supprimer des postes du cloud, c'est un peu surprenant. Ouais, c'est un peu surprenant, mais comme tu dis, je pense qu'ils veulent mettre en avant en fait, tout ce qui peut être automatisé. Maintenant, la question est de savoir, c'est que est-ce qu'on supprime d'un coup? Est-ce qu'on investit dans les collaborateurs pour justement pouvoir maîtriser l'IA et être beaucoup plus productif? À voir. Moi j'ai envie de poser une question à Herman. Qu'est-ce qu'un dirigeant doit mettre en place justement pour éviter un choc pareil dans son entreprise lorsqu'il fait la transition vers l'IA? Non, si tu étais, on va dire, un chrétien catholique qui mangeait bien le porc, et tu élevais même les porcs et que tu décides de devenir musulman pour une raison ou une autre, tu vois, c'est que tu dois te séparer de tes Mais là, porcs. c'est radical quand même. Tu dois te séparer de tes porcs. Oui. Donc, même si tu faisais ça bien, tu mangeais ça bien, tu préparais ça bien, tu dois te séparer de tes porcs. Mais est-ce que C'est ton possible. exemple n'est pas trop radical dans le sens où, voilà, le musulman se sépare des même porcs, le fait mais de quitter catholique pour ici... aller- Même le fait de quitter catholique pour aller à musulman, c'est pas radical. Oui, mais ici, Non, on je parle demande que si. Hein. Le fait que tu quittes catholique pour aller à musulman, c'est pas radical. Oui, c'est À radical. partir du moment où on a une technologie qui est radicale, ça va s'accompagner de conséquences. Des décisions Est-ce qu'il n'y a radicales. pas possibilité justement Les de gens faire qui- adapter les l'équipe gens à qui- l'IA? Les gens qui se jouent les mous, les gens qui se jouent les gens qui ne veulent pas se battre, etc. L'IA va les remplacer. Mais Donc, l'IA après, il faut savoir aussi, excuse-moi de te couper, c'est que effectivement ce que Herman dit est totalement pertinent, parce qu'il faut savoir qu'avant et début Covid, Amazon avait beaucoup recruté. Amazon avait beaucoup recruté Et surtout justement. les postes en remote. Voilà, tu vois. Et du coup, peut-être que, comme il dit, à innovation Oui, radicale, mais décision même radicale. Quand on parle de 14 000 emplois, ça a l'air impressionnant. Mais quand tu as 1 250 000 emplois, 1 400 000 Oui, ça emplois, C'est représente rien pas du tout. forcément ça fait même pas énorme. 1%. Ouais. Donc, Et il n'y a pas qu'Amazon, UPS aussi, pareil, a annoncé mardi dernier, je crois, la suppression de 48 000 emplois. Donc Ça va de plus en voilà, plus. c'est oui. Mais pourquoi avoir des gens qui disent ah, tel colis est parti, tel colis est parti, alors que l'IA peut collecter les informations et puis le dire de façon directe. Donc, encore une fois, à partir d'un moment donné, lorsque tu n'as plus des enfants à la maison, tu n'auras pas besoin de serveur de maison. Ouais. Non, sérieusement. Ouais. Quand, Oui, c'est quand vrai. tes enfants ont grandi et ils sont partis à l'université, est-ce qu'il y a encore besoin de serveur de maison? Quand tu vas vieillir, que tu ne pourras plus bouger, tu vas prendre un serveur de maison, tu vas te chercher les couches. Tu vas te chercher les couches éventuellement. Mais, Cela ouvre le débat, en tout cas. Cela ouvre le pour débat. l'instant, quand les enfants, qui n'a plus d'enfants à la maison, est-ce que quelqu'un qui n'enfante plus a besoin de babysitter? Non, pas du Donc, tout. du coup, il y a Tu pas vas- de tu choc. vas Non, vendre- il tu y a vas le vendre Canadien des qui a parlé de anciens appareils. Comment on C'est un appelle ça? choc systémique, c'est un choc en fait pour les... Non, tu n'as pour pas de les- choc social. Il n'y a pas de choc Social, social ouais. ici. Elle dit que Oui, quand quand une Non, ça, entreprise, moi, je suis c'est quand même un choc dirigeant. social. Non, mais moi, Pour Vu les que salariés, c'est parce que c'est c'est des pas salariés vrai. quand même. Non, mais les gens ont cette tendance à donner du poids à ceux qui n'ont pas de poids. Une entreprise qui emploie plus de 1 400 000 employés. C'est pas de 14 000. Ça ne vaut même pas 1%. C'est à peine Mais c'est quand même des 0,01%. êtres humains, c'est des personnes. Herman est en train de faire comme si ces chiffres ne représentent pas des Je suis en personnes. train de te dire, je suis en train de te dire, soit tu comprends ou tu ne comprendras jamais. Donc, c'est je suis en train de te sûr. dire, Non, mais- quand on n'a plus d'enfants à la Il a vu maison, les organes, hein. quand on n'a plus d'enfants à la maison, quand on n'enfante plus, est-ce qu'on a besoin de babysitter? On n'a À plus moins besoin que de tu 14 sois- 000 emplois, c'est peut-être à moins que rien, tu sois Herman. vieux et tu as besoin qu'on change tes couches. Donc, tu n'as pas besoin de... Non, mais pour la société, parce que pour une entreprise, normalement, qui a de la Mais vous RSE, êtes en train de parler elle des sait choses qui n'ont forcément aucun que... sens du point de vue business. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de choc social. C'est-à-dire que, d'ailleurs même,
Tu connais quelqu'un qui garde son babysitter après que l'enfant a 3 ans? Non, mais on est d'accord. On est d'accord. On est d'accord. Donc, on a besoin de babysitter le temps que l'enfant marche. Et puis voilà, on a besoin... En fait, justement, le sujet, maintenant, ce n'est pas le fait que ce ne soit pas un choc social. Le sujet, c'est le fait de qu'on fait Il passe comprendre le temps à à manger ceux des qui nous hamburgers. écoutent. Et maintenant, au lieu de qu'on manger doit un burger, il fallait s'adapter. te former à l'IA pour C'est justement ça, être en fait. compétitif. On On est est d'accord. d'accord. Il passe Herman, le il a la temps rage contre les à- employés. à- On est à d'accord. prendre des popcorn. 14 000 employés qui Je sont dis cette que rampe, quand qui tu sont cette n'en fais virée. plus, quand tu Herman, n'en- on a compris ton quand point. tu n'en Allez. prends Faut pas plus. faire la cacophonie sur notre plateau. Quand tu enfantes C'est plus, tu ça. n'as plus besoin. Mais Herman, ce qu'on a conclusion, s'il te plaît. Conclusion, c'est que c'est vrai que cela ne représente rien qu'une goutte d'eau dans la mer par rapport à Amazon, mais en termes de responsabilité sociale, c'est toujours un choc social pour, ne me coupe pas, pour les employés d'être virés comme ça. Ce qu'il faut faire comprendre à ceux qui nous écoutent ici, c'est que on ne doit pas attendre que l'innovation vienne nous renverser, mais on doit se préparer à être prêt. Celui qui va être choqué par le fait que l'IA le remplace, c'est la personne qui n'a pas compris qu'il faut délivrer plus que l'IA. Délivrer Bah, plus donc, on qu'on dit dit la même apprendre, chose. se former, On oui. dit la même Non, chose. il Mais est ça choqué. n'empêche pas que ce soit un choc. Il est choqué parce qu'il a attendu bêtement. Nous ne devons pas attendre que l'IA nous débauche, nous enlève de nos postes, nous renverse. On Au doit moins, toi, se tu as compris. préparer. J'adore ton intelligence. On va donc à Au moins, la toi, Top tu as- Business au moins, toi, News tu as numéro compris. 4. Herman, s'il te Au moins, plaît. toi qui as compris. Parce qu'il y a les gens qui veulent que les choses qui ne peuvent pas. Herman, je crois qu'Herman a eu un débat avec quelqu'un qui n'a pas digéré l'IA. Top Business News numéro 4, on parle de la fraude des crypto-monnaies. Crypto-monnaies au Cameroun. Avec la fraude de crypto-monnaies de 562 millions de dollars. Le Cameroun, on peut dire qu'il est renversé. On se pose 3 questions sur la gouvernance, la régulation et la confiance des investisseurs. Effectivement, au Cameroun, alors de manière plus globale, entre juillet et septembre 2025, Interpol a lancé une opération Catalyst. Donc l'objectif est de investiguer sur le crime financier en Afrique. Wow. Donc l'opération a débuté au sein de 17 pays et donc a permis de mettre en lumière, de mettre au jour un préjudice total estimé à 562 millions de dollars, soit Sur près de plusieurs 320 milliards de francs CFA. Alors ce montant englobe des pertes liées à des fraudes diverses, des escroqueries en ligne, des enlèvements contre rançon, l'utilisation détournée d'actifs virtuels, notamment les crypto-monnaies, etc. Oui. Et le Cameroun fait partie des pays touchés par ces crimes financiers. Grandement, c'est ça. Grandement. Apparemment, justement, le Cameroun a une grande part de... Absolument, c'est Est-ce ça. qu'il y a aussi le Nigeria? Parce que je sais que le Il y a le Nigeria, Nigeria, oui. est très fort en fraude. Oui, il y a le Nigeria, le Kenya qui est touché et je pense le Gabon aussi, sauf erreur de ma part. D'accord. Et qu'est-ce qu'on peut dire justement par rapport à la cybersécurité quand on voit ça? Non, mais en fait, l'escroquerie et la prostitution sont de vieux métiers. Tout à fait. Donc, c'est pas parce qu'il y a l'IA ou bien il y a la blockchain ou bien le dark web ou bien whatever. Les voleurs s'adaptent. Oui, les voleurs s'adaptent. Donc, du coup, Ils suivent l'innovation. Oui, Ah, mais ça. bien sûr, voilà, c'est comme la situation dans laquelle le Niger se trouve actuellement. Avant, on disait Boko Haram, on va dire, enlevait des gens. Oui. Et ils ne demandaient pas de rançon. Mhm. Eh ben, ok. Maintenant, les gens ont vu que les communautés dans cette zone précisément, c'est-à-dire le nord, on va dire ouest-est du Nigeria, Oui. le nord-ouest du Nigeria, donc les gens sont très vulnérables. Donc du coup, et puis la facilité à se cacher est très poussée. Donc du coup, les gens ont transformé le fait d'enlever des gens en Un business, en un fait. business. Un business Donc, c'est pas noir. c'est pas du terrorisme, c'est terrorisme. Tu vois, même ça, là, ça me terrorise. C'est pas du terrorisme, c'est du banditisme. Tu vois un peu. Et le banditisme se digitalise. Le banditisme prend des proportions comme Il c'est qu'on s'adapte. veut de voir. Alors donc du coup, si un pays Ne se prépare pas justement à se protéger. Avec un taux de feu man élevé, suivez mon regard. Ça va augmenter Donc, également il le est- taux de il Il ne paiement. faut que C'est digitaliser ce digitalise. qui se faisait de façon... Eux, ils ont compris. Plus Voilà. à l'inverse des salariés Amazon, ils ont salariés, compris. ils ont compris, oui, C'est ça. Exagéré dit qu'au Cameroun, les gens sont même en mesure de mettre une puce dans les distributeurs. Tu viens mettre ta carte et ça lit les données. Tu vois un peu. Oui, tout à fait. Après, il y a aussi cette Il y chose-là, a- sur il y a de le ces mobile faux money noms. aussi, les Oui, gars te sur suivent, les ils te gens. demandent, bien sûr. ils scannent ton code QR et puis prennent ton argent, ils te forcent, ils te Donc, mettent, enfin, c'est Ce compliqué n'est pas, quoi. c'est pas le digital, c'est pas Internet, c'est pas la crypto-monnaie qui est le truc. C'est l'intelligence des voleurs. C'est-à-dire que foncièrement,
les gens sont à l'aise avec l'idée de gagner des choses, de prendre des choses qui ne leur appartiennent pas. Et de trouver un moyen de pouvoir enlever à quelqu'un ce qui n'est pas à eux. C'est du banditisme Oui, mais il y a un challenge aussi. digitalisé. Oui. C'est du banditisme. Maintenant, après... Mais est-ce que, moi, je le me challenge, demande, comment encadrer est-ce ça? que les gouvernements africains sont justement assez préparés Mais c'est pas question par rapport à c'est cette pas question de gouvernement. aux enjeux de cybersécurité On dit que tout flatteur vit au départ? de celui qui... Écoute. Très bien. Donc, s'il n'y a pas des gens qui sont assez cons comme moi pour se faire berner par des choses comme ça n'arriverait pas. Et puis tu sais que jusqu'à présent, il y a toujours les gens qui croient aux gens qui viennent dire je suis Samuel Eto'o, je suis Dangote, je suis Oui, Brad mais Pitt. je te dis que... tout ça. On te dit qu'il y a même un truc de deepfake qui circule sur Internet Oui, les actuellement. deepfakes là, c'est très grave. Et hein. qui annonce des levées de fonds, on simule la voix. J'ai vu que NCA a subi ça Voilà, aussi exactement. récemment. Quoi. Donc, du coup, et des gens y croient. Parce qu'ils cherchent le gain facile. Ils cherchent le La gain facilité. facile. Comme le dit un proverbe africain, quand tu aimes trop la douceur du miel, eh bien, c'est des abeilles qui te piquent souvent. Parce que si tu aimes le miel, tu vas jusqu'en haut là-bas dans les essaims. C'est des abeilles qui vont te piquer. Magnifique. Donc, même. les gens qui aiment trop le miel, allez, le gain facile. Hein? Le gain facile. Mais c'est normal en fait, tellement c'est C'est eux doux, qui se ils laissent veulent prendre, toujours quoi. Je te plus, dis ils qu'il n'y ne a cherchent pas rien- le il n'y a travail. rien de facile C'est un dans peu la comme vie. quand tu veux prendre une rose, tu vas être piqué par les épines, mais il y en a qui ne Il veulent n'y a pas. rien de facile. Si tu as l'habitude de manger la sauce graine, tu sais qu'elle est difficile à préparer. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'Aman, vraiment, il a un esprit de... Non, mais tu sais, les gens sont... de target, les gens qui ne veulent pas travailler, Non, les gens qui ne foutent les rien. gens qui foutent Les rien. gens qui ne foutent Il a- rien, les gens qui sont là... Aujourd'hui, Bon, il fait les bref. statuts visés, hein, les messages visés. Non, non, mais c'est la réalité. C'est dit que tu ne peux pas être victime de ça si Ouais, tu la révolte. n'aimes pas la facilité. La révolte d'Aman. C'est la facilité. Il faut travailler. Comme le disait le président Wade, le président Abdoulaye Wade du Sénégal. Il dit il faut travailler, encore travailler, Et toujours toujours travailler. travailler. Voilà. Magnifique. Parlons justement de travail. On va parler pour les top trends de modèles de travail. Travail hybride, travail flexible, travail distribué. Ce sont les nouveaux modèles de management que les dirigeants doivent adapter. Alors, Herman, toi qui es dirigeant, on parle aujourd'hui des employés. Depuis l'avènement de Covid et lié à aujourd'hui, le travail est devenu hybride. Les employés apprennent à travailler à distance. Au-delà du télétravail, chaque entreprise doit s'adapter à ce nouveau type, ce nouveau modèle de travail. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, les leaders que tu côtoies comprennent qu'ils doivent s'adapter à ce nouveau modèle de travail? Alors, merci Dominique. Le défi majeur du changement de modèle de travail n'est que quelque chose de naturel. Les gens pensent que c'est aujourd'hui qu'on est parti tout le temps. Non, avant les gens partaient tout le temps. Oui. Donc avant les gens partaient et pour des durées plus longues que ça. Donc quand tu es un explorateur, on va dire espagnol, on va dire au 14e, 15e, 16e, 17e siècle, et que tu fais des expéditions, on ne revient pas 3 mois après. On revient peut-être parfois 2 ans, 3 ans après. Est-ce que tu vois? Donc, à partir de cet instant, il n'y a rien de nouveau. Mais là, on parle, voit ce sont les mises en indisponibilité, mais là, on parle vraiment du fait que les employés demandent la Tu parles de la mobilité. distanciation. Au-delà de la distanciation, il y a le fait de parfois venir un jour sur 2, travailler. Moi, je suis en train de dire, pourquoi est-ce qu'il est normal qu'on va vers cet aspect hybride? Je Ok. donne un exemple simple. Imaginons que je suis le vice-président Afrique de Société Financière Internationale. Oui. D'accord. Tu comprends en fait que je vais faire beaucoup de télétravail. C'est-à-dire que, supposons que mes bureaux sont à Washington. Donc, il y a peut-être, on va dire, 54 pays africains à superviser. Donc, je ne reste presque jamais au bureau. Avec l'avènement de Internet, c'est devenu quelque chose de facile. Je peux envoyer des mails dans un business lunch d'un hôtel, et d'un aéroport du moins ça. Je peux travailler à l'hôtel, etc. Participer même à des réunions maintenant avec etc. Donc, ce n'est quelque chose. C'est-à-dire que pour nous, les dirigeants, c'est quelque chose qu'on fait déjà. Mais il y a les dirigeants qui ont la tête au Moyen-Âge, qui se disent toujours qu'il faut favoriser le Je ne connais pas un présentéisme. dirigeant qui dirige une grande boîte, qui n'envoie pas des mails quand il n'est pas dans son pays, qui ne fait pas des réunions quand il n'est pas dans son pays. Avant, effectivement, quand on voyageait, on ne faisait plus de réunions. Tout à N'est-ce fait. pas? Jusqu'à ce que les solutions, donc, du coup, avec Cisco il a envoyé WebEx, donc qui est une solution donc, du coup, de réunion. On faisait ça par téléphone avant. Oui, oui. Donc, il y avait une réunion téléphonique Téléphone. et tu prenais une code,
Tu appelais un numéro et tu entrais dans la réunion. Ça, c'était au début des années 90, voilà, juste avant l'avènement d'Internet et en plein Internet. Donc, faire des réunions à distance, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Parce que parfois, quand on dit les choses, on peut avoir l'impression que c'est quelque chose de nouveau. Mais vu que les entreprises aujourd'hui sont en train de s'arrimer à ça, quelles sont les erreurs que les managers font dans le passage à l'hybride? Non, mais ce n'est pas les managers le truc. C'est la capacité d'autogestion. Ce sont la capacité des employés. Oui, mais si c'est, tu veux que quelqu'un fasse télétravail. Et la personne travaillait avec le climatiseur au bureau. Il n'a pas climatisé chez lui. Et il doit faire pendant le Covid, il y a des gens qui ont souffert. Daniel, il faut augmenter les salaires du coup. Non, et il a dit que le gars est en train de faire son travail. Et puis pour que j'installe la clim chez moi et que je sois dans les mêmes conditions de travail. Mais il y a un chat qui chie sur son ordinateur, tout ça. Donc même lui, si tu veux qu'il fasse le travail, il n'a pas les moyens de faire le travail. Non, mais est-ce que c'est lui qui veut faire le... Est-ce que c'est l'employé? Pardon. Est-ce que c'est le dirigeant qui voudrait que l'employé fasse le télétravail? Ou ce n'est pas plutôt l'employé qui voudrait faire le télétravail? Oui, mais les gens ne savent pas performer à distance. Ils ont besoin qu'on les suive pour qu'ils puissent produire du résultat. Mais c'est quelque part en fait en train de dire que les gens préfèrent le micromanagement. Mais moi, je n'ai pas de défi de télétravail. Moi, j'ai pas de moi, j'ai fait 45 jours de mission. Je suis reparti à Dakar la dernière fois. J'ai fait une semaine, je suis reparti. Donc, télétravailler n'est pas un défi pour moi. La question, c'est est-ce que les gens sont assez organisés? Si je travaille de la nuit, il a dit que quand je travaille de 2h du matin jusqu'à 5h du matin, ce ne sont pas des heures ouvrées. Mais qu'est-ce qu'un dirigeant doit faire justement pour aller vers une solution? Qu'est-ce que les dirigeants doivent faire pour faire comprendre à leurs équipes, pour amener justement cette adaptation culturelle au niveau de leur équipe? Travaille d'où tu veux. Moi, je n'ai pas de défi. Je n'ai pas envie de... Là, il s'agit de toi. Mais non pas des dirigeants de façon globale. Mais nous sommes en train d'aborder un sujet, il faut l'aborder de 2 points de vue. D'accord. Et le point le plus critique pour moi, ce n'est pas que les dirigeants ne veulent pas que les gens télétravaillent. Parce que ils veulent qu'ils performent, ils veulent les résultats. On veut les résultats, en fait. Donc, quelle que soit la façon dont tu travailles, on n'a pas d'importance. Parce que la bonne nouvelle pour moi, lorsque tu télétravailles, tu n'utilises plus mon climatiseur. Moins d'électricité. Ton ordinateur, tu ne le branches plus à mon réseau. Donc, tu libères la bande passante. Tu vois, tu avais l'habitude de péter en l'organisme de choses. Le jour que tu ne peux pas, on est libéré de tout ça. Oui. Et si on a une cantine, et tu es là. Et puis, il y a des gens, quand tu es là, ils ne sont pas à l'aise. Tous ceux-là, ils sont contents que tu travailles à distance. Donc, a priori, il n'y a pas de défi structurant le fait que les gens travaillent à distance. Donc, tu payes ta connexion Internet, tu payes ton truc là, tu payes tout ce que tu veux et tu travailles à distance. Moi, je n'ai absolument aucun défi avec ça. J'ai une assistante de direction, exécutive et PMO, on ne se voit pas. On travaille à distance. Tu vois, Tadela, elle travaille à Chelsea depuis bientôt 3 ans. Elle n'a jamais logé à Dakar. Donc, on travaille à distance. Et chez nous, à Chelsea, cette question de travailler à distance, ne pas être obligé d'être au bureau pour pouvoir performer, le défi ne se pose pas. Maintenant, il y a des gens qui n'ont pas confiance aux gens. Là, c'est là où je te rejoins. Voilà. Ils n'ont pas confiance à leurs collaborateurs. Ils donnent des instructions. Ils ne recrutent pas des collaborateurs autonomes. Ils recrutent des collaborateurs qui ont besoin d'être supervisés. Qui ont besoin de faire du micromanagement. Steve Jobs disait que ça ne sert à rien de recruter des gens intelligents et de leur dire qu'est-ce qu'ils doivent faire. De la même manière, tu fais le double travail. Si tu recrutes des gens qui ne sont pas intelligents, qui ne sont pas smart, qui ne sont pas autonomes, qui ne peuvent pas organiser leur travail, ce nouveau mode d'état, tu vas le faire. Oh, les millennials dans un premier temps, et la génération Z, les gars, c'est des gars qui ils chill jusqu'à X heures, ils regardent, ils disent aujourd'hui, j'ai pas envie d'aller au boulot. Du moins, on le sait tous. Au cas où il décide d'aller au boulot, il va se taper 3 heures d'embouteillage. Donc, ça ne sert à rien de se taper ces 3 heures d'embouteillage. Autant qu'il dorme, par exemple, tu vois, il doit se lever à 6 heures pour être au bureau à 9 heures. Donc, le changement de paradigme serait que, de façon de faire, va être que, il va, donc du coup, dormir de 6 heures, il prolonge son sommeil jusqu'à 8 heures s'il le faut, ce qui lui offre une meilleure qualité de vie, ce qui lui offre une meilleure santé mentale. Et il se met à disposition à partir de 9 heures. Et il télétravaille. Moi, ça ne pose aucun défi, moi. Donc, ça ne pose aucun défi. Donc, il vaut mieux avoir des gens qui ne souffrent pas dans le transport. Parce que dans une ville comme Abidjan, dans une ville comme Kinshasa... Les grandes métropoles, en fait. Dans des villes comme les grandes villes Dakar, en général, les gens souffrent. C'est très compliqué d'arriver. Tu fais 3 heures de route, tu arrives, tu es fatigué. Et puis maintenant, tu n'arrives même... C'est 2 heures de temps après que tu commences à vraiment être dans le travail. Et puis tu rentres, tu arrives à 23 heures chez toi. Mais Dominique, la dernière fois, à Victoria Island, à Chose, à Lagos, au Nigeria. Il y a quelqu'un qui vient au boulot à 2 heures du matin. Il dit, mais pourquoi je viens au boulot à 2 heures du matin? Il n'y a pas d'embouteillage. Je suis moins fatigué. Il a mangé. Et il a repris la route pour venir au boulot.
Comme ça, il pourra dormir de 2 heures jusqu'à 7 heures au moins. À cause du présentéisme, c'est incroyable. C'est de Non, l'esclavage, non, hein? non, c'est pas ça. Il va tomber dans les embouteillages. Oui, il doit pouvoir Donc, anticiper. celui-là, par exemple, une méthode qui aurait été efficace, c'est que son entreprise Prévoit des loue dortoirs. un coworking dans sa zone. Est-ce que tu vois un peu? Oui, tout à fait. Et puis 3 jours sur 5, il travaille dans le coworking là-bas. Et 2 jours, il vient au bureau, parce que, effectivement, la généralisation du télétravail a montré qu'il y a une déperdition du formation. Oui. Voilà, de la culture, de la formation On culturelle. n'arrive pas vraiment à bond. À bond, voilà, à bond. Et ce n'est pas bien non plus parce que le fait de bond, on discute devant la machine à café. Ça crée les relations, ça facilite justement le travail. Du besoin humain, de oui. se connecter à l'autre. Donc le télétravail déconnecté. Donc c'est pourquoi je suis pour le fait que si quelqu'un habite à 3 heures, 5 heures de route de son lieu de travail et que son travail est administratif de façon générale, ou support ou validation, etc., il ne fait pas de livraison, etc., il n'a pas besoin de contact. D'être sur place. Autant que on ait des espaces coworking où la personne, du coup, de là-bas, la personne va travailler et les 2 autres jours, elle va moins souffrir et sa qualité de vie va s'améliorer. L'expérience a montré que les performances, dans ce cas aussi, s'améliorent. Mais dans les conditions actuelles d'Afrique, où quelqu'un est dans un studio et puis il a 3 enfants, il n'y a pas de l'espace pour faire du télétravail, n'est-ce pas? Ce qui est sûr, je comprends qu'il faut que les entreprises non seulement puissent, comment dire, prendre des dispositions, absolument. mettre en place des choses qui vont permettre de basculer vers le travail hybride. Et il faut aussi que les employés soient prêts à passer par là. À s'autogérer. Voilà, avoir une journée sans que quelqu'un ne soit derrière toi. Parce qu'il y a des gens, justement, on profite, on en parle aussi à ceux qui nous suivent, parce qu'il y en a qui veulent bien le télétravail, qui veulent le travail hybride, mais non seulement ils n'ont pas une gestion du travail axée résultat, ils ne savent pas s'autogérer, ils n'ont pas de l'autonomie, mais ils demandent à leurs employeurs de leur donner des avantages de flexibilité. Ce qui n'est pas évident. Voilà. Donc, désormais, si vous voulez que vos employeurs vous aident, soyez des personnes qui anticipent. Tout à l'heure, tu parlais de... Qui sont très organisés, disciplinés et qui peuvent faire des reporting. Parce que si je dois courir derrière toi pour avoir mon rapport et mon document, et tu es à distance, je préfère qu'il soit au bureau. Comme ça, je te vois, je toque là, tac, tac, tac. Pour avoir mon truc. Maintenant, si tu as l'habitude d'envoyer tes documents voilà. tu peux télétravailler au Yakodefi. Super. Alors, si vous voulez que vos employeurs puissent prendre des décisions qui vous avantagent et qui avantagent votre travail en hybride, sachez faire preuve, on va dire, d'un travail orienté résultat. Alors, parlons justement des décisions, Herman Tanela, on va aller à notre hot topic du jour. Aujourd'hui, on parle entre nous, la team Agile, on va parler de la peur de décider et le courage managérial. C'est un sujet qui concerne tous les dirigeants parce que, effectivement, peu importe la taille de l'entreprise ou alors le domaine d'activité, on doit décider. Un dirigeant doit décider, il doit prendre des décisions et parfois, il se retrouve à avoir peur. Parfois parce que son expérience lui fait prendre des bonnes ou des mauvaises décisions ou alors il a des biais qui empêchent justement de prendre des décisions sur de bonnes bases. Alors, Herman et Tanela, j'aimerais vraiment qu'on puisse discuter de ce sujet ensemble. Votre expérience en termes de direction d'entreprise, Herman, tu as chaque jour des décisions à prendre, que ce soit pour la trésorerie, pour le recrutement, des décisions difficiles. Comment est-ce que tu gères cette prise de décision? Jean-Michel Grand disait qu'en montant, on descend, un cadavre doit mourir. Ça veut dire que lorsque tu es un dirigeant, tu dois prendre des décisions. Tout à fait. Quelqu'un va avoir mal. C'est-à-dire qu'on monte, on descend, un cadavre doit mourir. Donc, les gens qui ne veulent pas faire mal à quelqu'un ne peuvent pas prendre de bonnes décisions. Donc, les dirigeants ont le cœur de pierre. Ah, moi, j'en sais rien, mais de toutes les manières, si tu ne sais pas être à l'aise de faire mal, tu ne peux pas prendre des décisions. Parce que en matière de prise de décision, il y a un certain nombre de principes. Le principe que moi j'applique le plus, c'est celui de la dictature du résultat. Tout à fait. Donc, dans la prise de décision, je vais faire ce que j'ai à faire, n'en déplaise à moi-même et n'en déplaise à qui que ce soit, pour peu que c'est ce qui va permettre de produire du résultat. Car en Afrique, lorsque tu prends une décision qu'il n'a pas produit du résultat, les gens te critiquent. Ils vont te critiquer jusqu'à quand ça va commencer par donner, ils vont dire « Oh,
Mais ils ne vont pas comprendre. Derrière, il fallait prendre des décisions difficiles. C'est maintenant qu'on comprend ce que tu voulais faire. Il fallait nous expliquer. J'ai dit que si je t'expliquais, tu n'allais pas comprendre. Parce que moi-même, Ça fait partie de la solitude du dirigeant. je ne comprenais Comme on même a pas. dit. Au moment où j'ai décidé de faire, je ne comprenais pas. OK? Donc, il y a des dirigeants, ils veulent en avoir le cœur net avant de décider. Pendant ce temps, ils perdent de l'argent. Mais pourquoi les dirigeants ont peur de décider, même ceux qui ont l'air très sûrs d'eux? Non, personne n'est... Moi, je ne suis jamais sûr de moi. C'est juste un Tu air, sais, quoi. on dit qu'on fait des... Moi, j'écris un livre sur la confiance totale. Hein. But I mean, dire qu'on a totalement confiance qu'on veut prendre une décision, c'est faux. OK? Parce que quand tu es en train de prendre la décision, tu sais ce que tu sais. Mais tu ne sais pas ce que tu devais savoir pour prendre la bonne décision. Tout à fait. Maintenant, tu crois que ça va marcher, mais tu ne sais pas si ça va marcher. Deux, tu crois que ça va marcher sur la base De ton expérience. de Et ce peut-être des chiffres. de ce que tu espères. Mais est-ce que les jugements, on ne sait pas que ça va marcher, ou alors on sait que ça va marcher sur la base de notre expérience? Cela permet justement de ne pas avoir peur de prendre des décisions, ou Non, bien? mais la particularité avec les décisions, c'est que ce qui t'a permis de prendre une bonne décision hier ne te le permet pas parce que les situations changent. Tout à fait. Donc, du coup, une décision qui était bonne hier n'est pas bonne aujourd'hui. Je parlais avec des parents la dernière fois et je leur expliquais que, eh bien, le modèle d'éducation que tu as utilisé avec ton aîné, Ne fonctionnera pas forcément avec le Benjamin ça ou ne le marche pas avec troisième. Non, le deuxième déjà. Ouais. Moi, mon père, il m'a dit que d'une manière donnée, il ne me dit pas d'aller apprendre mes leçons, etc. Je le fais moi-même. La pression des Et aînés. il a décidé il croit que ça allait comme ça pour mon jeune frère. Donc, c'est une personne complètement différente qui nécessite une option différente. Ouais. Donc, même quand tu as pris une décision hier qui a donné du résultat, il n'est pas sûr que la même décision puisse donner du résultat aujourd'hui. Donc, il n'y a pas de certitude en la matière. Mais il y a ce qu'on appelle le cowardice. Je n'ai pas de cowardice. Il y a des gens... Tu parles anglais, hein? Oui, ils sont... Je n'ai pas envie de dire le mot en français. Donc, ça veut dire que si quelqu'un veut aller chercher coward. OK? C'est pas gentil, ça. Oui, mais non. C'est-à-dire que on dit que quelle que soit la physionomie du mouton, la fête de la Tabaski aura lieu. Donc, il y a des gens, ils doivent prendre des décisions et c'est des poules mouillées. Ils tremblent. Une décision est simple à prendre. Il y a deux cas. Tu ne sais jamais si tu as pris la bonne décision jusqu'à ce que tu prennes la bonne décision et tu vois ce que ça donne comme résultat. Alors, quels sont les biais cognitifs que tu observes justement chez les dirigeants que tu accompagnes chaque jour, qui les empêchent de prendre des décisions? Le biais le plus courant, c'est le biais de confirmation. OK. Tu vois? Et tu peux te dire qu'il y a des dirigeants qui vont essayer de te manipuler. OK? Comment ça? Je vais d'abord expliquer comment le biais de confirmation fonctionne. Tout à fait. Le biais de confirmation, c'est une personne, il veut prendre une décision. Et c'est la décision qu'il doit prendre. Il prend ton avis. Il prend l'avis de plusieurs personnes. Il a envie que ce soit confirmé, même dans les rêves. Et il prend ton avis et il te présente la situation telle qu'il doit te la présenter pour que toi, tu... Ah, et dans le sens... OK, je vois. Et il ne te donne pas toutes les informations nécessaires. C'est comme un jour, il y a une personne qui voulait que je sois impliqué dans le choix d'un directeur. Donc, on arrive et on nous donne le dossier d'une personne, mais pas le dossier des autres personnes. Mais il savait déjà le choix qu'il voulait faire. Exactement. Mais il voulait que tu confirmes le choix qu'il avait déjà. Ensuite, la deuxième personne dont on donne le dossier, on n'a pas mis tous les éléments pour qu'on puisse apprécier. Donc, j'ai vu que le dossier de celui qu'on veut choisir là est plus épais que le dossier de celui qu'on ne voulait pas qu'on choisisse. Donc, on nous a privé d'assez d'informations pour confirmer le choix qui était là. Et ça, ils le font tout le temps. Ils biaisent, ça les biaisé. Et ça, je ne sais pas pourquoi les gens font ça. Justement, c'est peut-être la peur de ne pas avoir un résultat positif, la peur de mal faire, de sauter le pas, le risque à prendre. Non, c'est pas ça. Il a décidé de faire ça. Mais il ne veut pas l'assumer. Mais malheureusement, quand tu es dirigeant, ou heureusement quand tu es dirigeant, c'est toi qui l'as décidé. Mais il donne une instant très simple. Quelqu'un sait qu'il veut choisir pour son affaire. Et il dit, on a qu'à lancer un appel d'offres. Donc, on lance un appel d'offres, mais il sait que oui, avant même qu'on le lance... J'ai horreur de ça, en fait. Vous savez déjà qui vous avez choisi, vous emmerdez Dominique, les gens pour venir faire l'appel d'offres. Je ne participe pas aux appels d'offres. à un appel parce que le jeu est déjà fait. Car il y a un proverbe africain qui dit que si jetés. tu n'es pas prêt à acheter un mouton, ne va pas consulter le phare. Le quoi? Si tu n'es pas prêt à acheter un mouton, tu sais que quand tu vas voir un marabout ou bien un charlatan, il te dit des choses aujourd'hui,
Et tes choses, il y a autre chose, etc. Il y a des choses qui sortent. Oui. Donc, tu vas travailler sur un appel d'offres, tu sais que tu ne vas pas gagner. Le gars, il sait depuis le début qui il veut choisir. Tu comprends? Il sait. Donc, mais c'est pas tout le temps. Hein. C'est pas tout le temps. Donc, moi, je vais partir à un appel d'offres. Soit je connais le projet, je sais quelle importance que j'ai dans le projet. Je sais que je suis un plan B pour eux. Et donc, je vais quand même envoyer mon offre. Parce que je sais qu'ils cherchent un plan B. Parce que si je ne suis pas sûr qu'ils cherchent un plan B ou un plan C, je ne vais pas envoyer je vais pas passer mon temps à faire une offre. Et quels sont les éléments que les dirigeants doivent donc prendre en compte pour prendre des décisions et être sereins? Avant peut-être qu'on en arrive là, il y a un point important. Il y a un autre biais. Ok, oui, vas-y, des biais. Donc, il y a ce qu'on appelle j'appelle ça la folie. C'est la folie. La folie, Je comment? te donne un exemple. Imaginons qu'un parent n'a pas été là et son fils est devenu drogué. Ok. Tu vois? À cause de son absence. Selon lui. Ok, Ce selon n'est pas lui. vrai. Il y a des parents qui étaient présents. C'est ça, c'est vrai. Donc, il décide de ne plus prendre des missions. Il décide de faire. Il dit chat chaudé, craint l'eau froide. Mais c'est un chat. Est-ce que toi, tu es un chat? Donc, ça veut dire que quoi? La dernière fois, tu voulais sauver le couvercle de. Comment on appelle ça? De la marmite. La marmite. Et ça t'a brûlé parce que tu n'as pas mis. Tu décides de ne plus ouvrir du tout. Du tout. Alors que tu peux juste Alors qu'il faut prendre un des chiffon, nouvelles un mouchoir, dispositions. etc. Et c'est exactement ce qui arrive aux dirigeants. Ok. Ils ont pris une décision par le passé. Ça Et les a mal brûlés tourné. et du coup, ils Ils suppriment décident de ne de plus façon décider. radicale. Ok. Mais ça, on appelle ça la lâcheté. C'est on monte, La on lâcheté descend. managériale. Oui, c'est la lâcheté qu'on appelle ça. On appelle ça cowardice. Moi, je disais cowardice depuis longtemps, mais c'est bon. Là, c'est la lâcheté. Donc, ça veut dire que tu n'as pas les couilles. Tu es une poule mouillée. Bip. Non, mais tu es une poule mouillée. Une poule mouillée. Elle dit qu'une poule mouillée. Ah, si je prends la décision maintenant, on dit de me frapper encore. Si je prends la décision maintenant, le conseil va dire ça. Si je prends la décision, non. C'est une de décision. Le conseil a été clair. Ça, c'est poule mouillée. Mais il y a pas, est-ce qu'il n'y a pas justement un biais qui concerne les chiffres, dans le sens où il y C'est-à-dire a des que- fois ils ont peur parce qu'ils c'est-à-dire n'ont que- pas les chiffres qui leur permettent de prendre la bonne décision. À part le fait qu'il y en a qui savent. On va parler de la data, mais je dis, le mot dit diriger. Le boss, on fait quoi? On dit, le boss, on fait quoi? Tu dois décider, tu dis, bon, j'attends, ok, essaye de m'analyser ça, revenez-moi. Qu'est-ce que c'est ça? Analyser et revenez. C'est un peu comme Amazon qui supprime 14 000 postes. Ils ont compris qu'il faut décider. Et ils ont décidé vite. Et ils s'en foutent de qui va se retrouver sans emploi. Ils s'en foutent de celui qui paye un médicament pour sa mère et qui ne va plus pouvoir le faire. Tout ça n'a pas d'importance. Ce qui importe, c'est que si on coupe 14 000, combien on va économiser? Qu'on peut investir dans la recherche IA et qu'on peut utiliser pour pouvoir donner de meilleurs salaires à ceux qui font du bon travail. C'est aussi simple que ça. Donc, une fois qu'on a parlé de ces biais, effectivement, il y a des critères simples qu'il faut utiliser lorsqu'on veut prendre une décision. Ok. Moi, j'utilise en général 8 questions. Mais avant qu'on arrive à ces 8 questions, Ok. il faut comprendre quelque chose de très important. Une décision est toujours arbitraire. C'est-à-dire que lorsque une décision vient sur la table du DG, ça veut dire que, du dirigeant, ça veut dire qu'il doit arbitrer. Tout à fait. Donc, dans arbitrer, il y a quoi? Il y a arbitraire. Donc, tout le monde ne va pas aimer ta décision. Je connais des gens qui disent, ah, ben tiens, il y a trop de bruit de couloir par rapport à cette décision, donc je ne veux plus la prendre. Je dis, mais pourquoi tu veux être aimé? Les gens vont toujours parler. Hein. On Peu monte importe en la descente, t'as décision d'ailleurs que tu mourir. prendras. Quelque chose que tu vas faire, il y en aura toujours un qui ne sera pas content. Content, satisfait. Donc, c'est pour ça que tu dois appliquer la dictature du résultat. Fais ce que tu dois faire pour produire du résultat. N'en déplaise à toi-même et n'en déplaise à qui que ce soit. Mais est-ce que tu n'as pas justement des dispositions à prendre? Je suis d'accord que ça va déranger les gens. Je suppose qu'on est en business. D'accord. Le premier critère pour savoir est-ce qu'on va prendre telle chose, on va évaluer ce qu'on appelle le niveau d'enjeu. Est-ce que tu vois un peu? Oui. Ok. On a 2 personnes à licencier. Il y a une personne, c'est la cousine du ministre des Finances. Il y a une personne, c'est une fille de paysan. Dans le premier cas, il y a un enjeu. Dans le deuxième cas, il n'y a pas d'enjeu. Donc, quand ça va la décision à prendre là, le défi ne se pose pas. Pour le fils du président là, C'est évident. on l'a levé rapidement. C'est clair. sans aucun défi. Pour la cousine du ministre, on va prendre des informations pour dire Et quelles des sont enjeux. les conséquences, etc. Tout à etc. fait. Donc, enjeu. La deuxième chose, c'est la rentabilité ou la création de valeur. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va créer plus de rentabilité? Qu'est-ce qui va doper le profit? Puisqu'on est une entreprise. Donc, c'est le deuxième critère. Donc, il y a quelque chose qui rapporte 2 000. Il y a quelque chose qui rapporte 15 000. Ce qui rapporte 15 000 nécessite un investissement de 100 millions. Ce qui rapporte 2 000 ne nécessite pas d'investissement. OK.
le principe voudrait que, si tant est que l'investissement de 15 000 est largement mieux que 2 000, on met les 100 millions pour avoir les 15 000, on supprime celui-ci. Donc, quand tu utilises le critère de rentabilité plus le critère d'enjeu, la décision à prendre, elle est simple et claire. Ensuite, il y a la décision de coût d'opportunité. Le coût d'opportunité. Le coût d'opportunité, c'est si je ne fais pas ça, qu'est-ce que j'aurais pu être en train de faire? Qu'est-ce que j'aurais pu gagner? Qu'est-ce que j'aurais pu... Non, qu'est-ce que j'aurais pu être en train de faire? Ok. Je donne des adresses simples. Imaginons que tu vas dans un magasin d'électroménager. Tu vas acheter des postes téléviseurs de même taille, différentes marques. Très bien. Il y a LG qui a 1 million. Il y a... Hisense. Hisense, je suppose qu'il y a 700 000. Et puis, tu as... Smart. Sharp ou bien Samsung qui a 1 300 000. Bien. Tu dis, OK, est-ce qu'il achète Hisense? Les deux ont même taille. Hein? Smart TV, etc., etc. Même paramètre. Même paramétrage, etc. Tu dis, OK, est-ce qu'il achète pour 700 000, pour 1 million, pour 1,3 million? Il y a deux cas. Il y a ceux qui disent, je préfère dépenser plus. Je connais quelqu'un comme ça. Quand il n'a pas dépensé beaucoup, il n'est pas content. Très bien. Quelqu'un dit, OK, si j'achète Hisense à 700 000, au lieu d'acheter, qu'on appelle ça? Sharp. LG Okay. à 1 million, qu'est-ce que j'aurais pu faire d'autre avec les 300 000? Je peux par exemple acheter un haut-parleur, Buzz ou whatever. Tu vois un peu? Est-ce que tu vois un peu? Je peux, si je suis un entrepreneur, je peux investir les 300 000 dans un climatiseur. Ouais. Tu vois un peu? Donc, il y a un coût d'opportunité ici. Donc, je fais la comparaison entre est-ce que je dépense 700 000 ou bien je dépense 1 million. Qu'est-ce que je peux faire d'autre avec la différence de 300 000 francs? Si j'achète plutôt pour 700 000 ou j'achète pour 1 million. Ben, c'est le coût d'opportunité. Donc, si j'ai la possibilité d'investir 10 millions ici et d'investir 15 millions là, mais je n'ai que 15 millions. Ou est-ce que si j'investis là, ça va être plus intéressant pour moi? Et si je préfère d'investir dans le 10 millions, qu'est-ce que je peux faire d'autre avec les 5 millions? Coût d'opportunité. S'il n'y a rien d'autre que je peux faire avec les 5 millions, ce serait plus intéressant que j'investis les 15 millions dans l'affaire de puisque les deux sont rentables. Mais enfin, quand tu parles, ça me fait penser à des situations qu'on voit souvent, que ce soit HNC dans notre entreprise. Mais que dirais-tu justement des entrepreneurs qui mettent le coût d'opportunité sur des critères éphémères, enfin, des critères intangible. Ça veut dire que il va te dire que les 300 000, si je dis n'importe quoi, si je fais une réduction à un client, il va mieux m'aimer, il va, tu vois, est-ce que c'est... Mais c'est ça le coût d'opportunité. Est-ce que c'est tangible assez pour prendre une décision financière? Je décide donc du coup de lui faire la réduction pour qu'il achète plus tard. Mais est-ce que tu n'as pas la garantie justement qu'il va prendre plus tard? Donc même quand tu décides cela. Justement, c'est là qu'il a dit que moi je me projette dans le futur. Oui. J'ai un modèle qui m'a peut-être dit que, en général, quand tu fais des réductions à des clients, quand tu les satisfais, ils reviennent. Donc c'est sur la base de cette analyse que moi, de création de valeur, que moi je vais décider de faire la réduction donc, du coup au client. Je perds de l'argent, mais je gagne plus tard. Coût d'opportunité. Mais que dirais-tu des dirigeants justement qui ont l'habitude de vivre ce genre de situation, mais face à d'autres situations similaires, ils préfèrent faire ce que leur instinct, leur intuition. Parce que la place de l'intuition dans tous ces biais-là est aussi importante. Et il y a deux choses. La première, c'est que nous, on peut lire de dehors que la personne elle est en train de prendre une décision. Basée sur des chiffres, des statistiques, des data. Voilà. Donc, parce que rappelons-nous qu'une décision, c'est un arbitrage. Un arbitrage est forcément arbitraire. Ça ne va pas plaire à tout le monde. Donc, dans une situation A, je fais comme ça, et dans une situation B, je fais ça. Mais il y a ce qu'on appelle, le intuition. Donc, c'est toi qui sais, là, je sens qu'il vaut mieux faire ça plutôt que ça. Mais dans l'autre cas, tu es en train de faire tes tagons audio chez nous au Bénin. Mais ce n'est pas justement, c'est pas, on va dire pas réfléchi dans le sens où ça peut fonctionner comme pas. Ok, par exemple, sur les décisions de recrutement, une fois qu'on a, pourquoi est-ce que quand on a fait les choix, qu'on a fait ça? La shortlist? Non, oui, la shortlist, c'est-à-dire on a fait une analyse technique des postes et des profils. Et puis on envoie la short des 3 personnes à un dirigeant. On demande de choisir. On ne donne pas les critères. Voilà. Il regarde juste les le visage. Avec environ 2 critères environ. Puis on envoie une troisième. Le premier critère, c'est le feeling. Est-ce que je sens ce candidat? Oui. Et donc ça, et c'est arbitraire, on l'assume. Les gens disent, c'est une décision subjective. Mais si Attends, moi je ne te comprends pas. Une décision n'a pas à être objective ni subjective. Elle doit être une décision qui tente de produire du résultat. Et si ça ne produit pas du résultat, on corrige. Car il n'y a pas de bonne ni mauvaise décision. Il n'y a que des décisions mal gérées. Donc à partir de cet instant, on ne peut pas avoir peur de prendre des décisions. Moi j'assume de prendre une décision subjective. Parce que je dis, une fois qu'on a shortlisté des candidats, ils ont utilisé tous les critères techniques. Maintenant, on m'amène 3 candidats.
OK, on peut me dire, OK, telle personne coûte 10 000, l'autre coûte 15 000, l'autre coûte 11 000. Ça peut encore jouer. Mais c'est pas ça le truc. Le dirigeant va dire, OK, est-ce que je sens ce candidat? Est-ce que je le vois? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Voilà. Un jour, on a mené un conseiller candidat, Abraham Lincoln. Il dit, sa tête ne me plaît pas. Voilà, c'est tout. Et moi, il m'arrive, effectivement, on me dit, on veut recruter quelqu'un, il dit, lui, là, sa tête ne me plaît pas. Parce que je n'aimerais pas, tous les jours, tomber sur quelqu'un de la tête ne me plaît pas. Lorsque tu recrutes un collaborateur, demande-toi est-ce que sa tête me plaît. Alors, si je le vois dans un rayon de supermarché, le dimanche, avec ses enfants, il dit, oh, ça va toi? Je pense que ça dépend du jour. Tu vas me voir dimanche, ma tête ne te plaît pas, mais lundi, ma tête te plaît. Je sais que je ne vais pas être... Mais il m'est arrivé, moi, il y avait une personne, le film n'était pas bon, et ça s'est mal terminé. Je ne dis pas, la personne produisait du résultat, ce n'est pas que je ne l'aimais pas. Le feeling n'était pas bon. Et quand j'ai des défis de feeling, je dis que j'ai... Mais quelle est la place du feeling dans la prise de décision et la croissance d'une entreprise? Parce que ton feeling peut être mauvais aussi. Oui, mais c'est mon feeling. C'est moi qui décide. Oh. N'oublie pas que c'est moi qui décide. Donc, tu as préparé, n'est-ce pas? Tu assaisonnes une chose à ta façon, n'est-ce pas? Tu assaisonnes la sauterelle que moi j'aime. Oui, bien sûr. Est-ce que tu assaisonnes la sauterelle que moi j'aime? C'est pas sûr. Ah, du coup, c'est intéressant le feeling. How do you feel it? Tanela, est-ce que toi, tu utilises le feeling quand tu veux prendre des décisions? Oui, j'utilise du feeling. Mais à quelle propension? Est-ce que parfois tu te rends compte que, voilà, là, c'est une personne avec qui je dois travailler, là, je dois faire ci ou pas. Ta tête ne me plaît pas. Est-ce que tu as déjà vu ça? Et toi, tu me dis quel est l'impact sur la performance? Tous les jours, je suis obligé de vivre avec une personne de la tête ne me plaît pas. Mais ça veut dire que tu as des défis personnels. Non, feeling. On dit feeling. Oui, mais justement, si tu dis que la tête ne me plaît pas, c'est personnel. Ce n'est pas professionnel, en fait. Je dis que c'est subjectif et je l'assume. C'est subjectif. Le critère, c'est est-ce qu'il fit in? Est-ce qu'il peut travailler chez nous? Toi, tu es à ici, il y a des gens, ils viennent, on sait qu'il ne peut pas poser ici. Sa façon de vivre, sa manière d'être, il ne peut pas. Mais il peut s'adapter, il peut changer, ça rime. Tu as dit quoi? On ne redresse pas un bois, c'est que tordu. Oh, c'est un problème africain. Peut-être c'est radical aussi, de penser comme ça. J'en sais rien. Mais je suis sûr, si tu vois que la personne, elle ne passe fit in, notre culture ne lui conviendra pas. Tu connais beaucoup de gens qui se sont expatriés, ils ont été au Canada et ils sont rentrés rapidement. Parce qu'ils n'ont pas fit in là-bas. Et c'est quelque chose de très important. Et ça va, on va dire, faire partie. Parce que, tu sais, on ne dit pas dans un mauvais rêve. Tu vois que le gars, il ne peut pas fit in. Et le feeling n'est pas bon. Par deux fois arrêter avant que ça ne dure. Voilà. Donc, les enjeux, la rentabilité, le coût d'opportunité et la priorité. Parce que quand tu as trois décisions qui remplissent tous ces critères, tu es obligé maintenant de faire un ranking. Et maintenant, tu dois aussi décider vite. Oui, j'ai bien compris, mais tu dois dire ça doit passer avant ça. Donc, tu as trois décisions qui cochent les critères de enjeu, rentabilité, coût d'opportunité. Et je peux te dire, Dominique, dans la journée d'un dirigeant, il a 14 décisions qui cochent la case enjeu, rentabilité et coût d'opportunité. Et maintenant, il va dire, je commence par quoi? Et là, il arbitre. Parfois, il ferme les yeux. 1, 2, 3, 4 soleils. Parce que, comme tu le disais, il vaut mieux décider vite et mal que de décider tard et juste. Très bien. Maintenant, l'une des choses qui arrive souvent, c'est que quand on est dans une session stratégique, on réfléchit comme ça, on brainstorm. Quelqu'un dit, on n'a pas fait ça. J'ai mis ça dans les options. Mais je suis devant 10 options qui cochent les cases. Mais je dois commencer par une option. Je ne comprends pas ça parce qu'il dit, il nous avait dit que ce n'était pas bon. Maintenant, là, on voit que c'est ce qu'on avait dit, nous n'avons pas voulu écouter là. Qui sont en train de faire? Mais qui a dit que moi j'ai honte par rapport à ça? Je n'ai pas honte. Et le dirigeant ne doit pas avoir honte de ramasser ses vomissures. Ravaler ses vomissures. Il n'y a que les chiens qui ne doivent pas le faire. Mais est-ce qu'il avoue? Alors, en général, le dirigeant va juste faire ce qu'on a proposé avant. Pourquoi toi tu veux jouir? Mais bien sûr, je t'ai proposé quelque chose que tu n'as pas fait. Et maintenant, quand tu finis par faire la chose, je veux au moins que tu reconnaisses et que c'est humiliation. Tu as dit que en fait, c'est valorisant pour ton collaborateur. Ah ouais, finalement, Dominique, l'idée que tu as eue là, on va le faire. Hein. Franchement, c'était magnifique. Ah oui. Hein? Pourquoi pas? C'est valorisant. Ça te rapporte quoi? Mais c'est valorisant, ça encourage. Ça booste la performance. Non, c'est pas un gain. Ça booste la performance. Et la confiance en mes idées, par exemple. Mes propositions. Est-ce que j'ai fini par faire ce que tu as dit ou pas? Il veut trop être factuel. Non, j'ai fini par faire ce que tu as dit. Donc ça veut dire que je t'apprécie, j'accorde la valeur à tes idées. Mais au moment où je devais décider, pour la première fois, j'étais sûr que ce que je faisais était sûr. En fait, ce qu'un dirigeant doit savoir,
Est-ce que, sur la base des éléments dont je dispose, est-ce que la décision que je suis en train de prendre, elle est la bonne du moment ou pas? Lorsque les éléments vont changer, la décision doit changer. C'est pour ça qu'il ne faut pas être mal à l'aise de revenir donc, du coup, sur ces décisions. Imaginons par exemple que nous décidons de mettre en place une usine. Et le pays dans lequel nous sommes est dirigé par, on va dire, un socio-démocrate. Donc la question d'hygiène, sécurité, tout ça, etc., c'est important. On prend la décision du coup de prendre des dispositions, hygiène, sécurité, diversité, etc. Ça va nous coûter, on va dire par exemple, 5% de notre budget. Maintenant, on voit que quelqu'un d'autre a pris le pouvoir. Et lui dit, il s'en fout de tout ça. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, il y a beaucoup de fake news, de deepfakes sur Facebook ou quoi. Parce qu'il fallait, du temps de Joe Biden, les gens ont mis en place un budget colossal et de Obama pour faire le fact-checking. Tout à fait. Très bien. Maintenant, celui qui vient au pouvoir, comment il s'appelle? Trump. Il est le père des fake news. Des fake news, oui. Donc, si tu veux ton ami, tu ne dois plus faire du fact-checking. Du fact-checking, ouais. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont supprimé les départements qui s'occupent du fact-checking. Et donc, il n'y a plus personne qui fait ça. Est-ce que tu comprends? Oui. Mais maintenant, le businessman, il n'y a pas de... Ou bien Les gens qui ont perdu l'emploi, tout ça. On s'en fout. Ce qui l'intéresse, c'est de savoir est-ce que je serai en de bon terme pour continuer à faire des affaires. Donc, du coup, il prend la décision, même si lui-même, il est pour la diversité. Mais là, il a plus parlé en tant que businessman et non en tant que chef d'État. Non, mais encore une fois, il est le chef d'État. Tu n'y peux rien. N'est-ce pas? Non, il est le chef d'État. Donc, on doit comprendre qu'on ne décide pas pour se sentir bien. La chose importante, Dominique, quand tu prends une décision en tant que dirigeant, tu ne prends pas de décision sur ta vie, ni ta famille. Tu prends une décision pour une entreprise. Et pour les gens qui sont dans l'entreprise. Donc, tu n'as pas besoin d'être à l'aise avec. Ce n'est pas personnel. Est-ce que ça vient non pas en contradiction avec ce que j'ai dit tout à l'heure en disant qu'on doit s'en foutre des gens? Non, je reprends. Toi-même là, tu dis que je ne me sens pas bien par rapport à tes décisions. Oui. On t'a dit que... Toi, tu aimes Nivaquine. Tu aimes chloroquine. Non. Est-ce que tu aimes boire de chloroquine? C'est amer, non? Mais il y a des fois où tu es obligé de boire ça et te sentir bien. Donc, de la même manière, les gens veulent se sentir bien pendant qu'ils prennent une décision. C'est comme tu veux te sentir bien pendant que tu prends un médicament amer. Non, c'est une fois le médicament bu et que ça s'est distillé dans ton corps que tu verras les effets. Parfois même, tu dois prendre encore un autre médicament comme ça avant de voir les vrais effets. Donc, il n'y a pas à chercher à être à l'aise quand on prend une décision. Les décisions des dirigeants sont douloureuses. Et la plupart des décideurs te diront, les gars, ils n'assument pas leurs décisions et ils déposent les décisions sur ma table. Et c'est pour ça qu'ils se sentent seuls. Oui, entre autres. Ils déposent les décisions sur Maintenant, il y a des gens qui vont jusqu'à dire, va voir Herman. Tu vois, la personne sait très bien. Et même à te pousser à la décision. Non, mais la personne sait très bien qu'il n'y a pas moyen. Tu l'appelles. La personne dit au Dieu fournisseur d'appeler Herman. Et on est en train de m'appeler. Tu es là pourquoi? Maintenant, moi je sais, quand on va m'appeler, je vais dire, ok, monsieur, d'accord, j'ai bien compris. On ne peut pas vous payer maintenant. Voyons la semaine prochaine. Maintenant, la douleur que moi j'ai là, lui ne veut pas avoir ça. Donc il me fougue là, il me file les Toi qui as le cœur de pierre. Et donc, du coup, mais c'est pas grave. Et moi, le manager, je n'ai pas à me plaindre de ça. Mais est-ce que tu n'as pas peur pour ton image après tout ça? Ton image. Si ça se passe bien, qui ont applaudi. Et est-ce que ceux qui sont à la une de Forbes, ceux qui reçoivent les prix de l'entrepreneur de l'année, tu penses qu'ils n'ont pas des défaillances? Ou bien? Maintenant, toi, tu ne veux pas supporter les douleurs de prendre des décisions décevantes. Les douleurs des dirigeants. Tu ne veux pas supporter les douleurs de prendre des décisions pour qu'on te déteste. Et tu veux être à la une de Forbes et de Jeune Afrique. Et tu vois, tu as trouvé ça où? Celui qui ne veut pas semer à contre-saison sur une pierre dure, une terre dure, ne veut pas récolter avant les autres. Il faut du courage pour être un manager, il faut du courage pour être un dirigeant. Et ça demande parfois de décider vite, de décider juste, de décider dans les temps. En anagon, on dit ben. Prendre en considération les perceptions et les faits. Merci Absolument. Herman pour ce hot topic. On va aller directement au top tips. Ethan est là. Merci Dominique. Qu'est-ce que tu as prévu pour nous aujourd'hui? Oui, alors je veux commencer ce top tips par une citation. Saviez-vous que l'un des meilleurs joueurs de basketball, le plus grand, le plus talentueux au monde, a souvent déclaré en interview qu'il a raté plus de 9000 tirs dans sa carrière? Wow. Bien évidemment, je parle de Michael Jordan, qui a un storytelling axé autour de ses échecs répétés qui ont finalement lui ont permis de construire son succès. Et cette citation de l'histoire même de Michael B. Jordan... C'est pas Michael B. Jordan, c'est le... Ouais. Vraiment, tu penses à ton gars, Seigneur.
de Michael Jordan. L'histoire... Je crois que tu as fantasmé sur... L'histoire de Michael Allez, on se Jordan. reprend. L'histoire de Michael Jordan revient remettre en perspective finalement la notion d'échec. Oui. Et pour plutôt appréhender l'échec comme un facteur, un moteur, comme quelque chose qui va finalement Nous préparer. nous préparer Tout à fait. et la résilience en fait. Magnifique. En entreprise, l'échec n'est pas une fin. On a tendance à un peu stigmatiser nos collaborateurs qui se trompent, qui échouent, Oui. mais on doit plutôt considérer l'échec comme une étape vers le succès et avoir une culture de l'expérimentation, Wow, c'est une bien. culture de quelles sont finalement les conditions que je vais créer, que je vais mettre en place pour générer l'excellence. Et donc, 2 ou 3 petits points juste pour rentrer dans ce sens-là. Le premier point serait peut-être de normaliser l'échec comme une étape d'apprentissage. Créer une culture finalement où les erreurs ne sont pas sanctionnées, mais elles sont plutôt encouragées. analysées. Ok. Encouragées, je dirais pas. Encourager, j'en ai encouragé. Pourquoi? Parce que, voilà, sans vouloir te couper dans tes top tips, mais il y a des entreprises aujourd'hui qui ont créé des postes de failure manager. Donc, en fait, l'objectif est que les gens échouent plus rapidement pour qu'on puisse trouver des solutions plus rapidement. Never fail, always a lesson. Voilà, c'est ça, en fait. Il n'y a pas d'échec, il n'y a que des leçons. Donc, ils ont créé justement des départements, des postes où il y a quelqu'un qui s'assure que parfois, beaucoup plus dans les entreprises tech aussi, tu vas voir ça, on s'assure qu'on fasse le plus grand nombre d'échecs le plus rapidement pour pouvoir aller vers la meilleure version. Effectivement, Dominique, tu as entièrement raison. Et puis aussi, peut-être ce qui serait bien, c'est de favoriser des cycles de tests courts. Oui. Donc, souvent dans les entreprises tech, justement, ils ont des cycles courts, des phases de prototypage, des projets Version pilotes. bêta, Ils font tout ça. des A/B testing régulièrement, etc. Ça réduit le coût de l'échec, en fait, et ça accélère l'innovation. Wow. Et puis enfin, peut-être, en plus d'avoir des indicateurs de performance, peut-être avoir des indicateurs d'apprentissage pour justement monitorer, mesurer finalement une personne quand elle part d'un point A à un point B jusqu'à arriver à l'objectif visé. Donc voilà, arrêtons de considérer l'échec comme une fin en soi, c'est plutôt une étape vers notre succès et notre croissance. Je n'échoue pas, j'apprends. Absolument. Super, magnifique. Merci beaucoup, Daniela, pour ces top tips exceptionnels. Nous sommes ravis de vous avoir encore aujourd'hui pour la Team Agile, le talk des décideurs agiles. Et si vous avez aimé cet épisode ou alors si vous pensez avoir beaucoup appris aujourd'hui, laissez-nous en commentaire, partagez-nous vos réflexions et nous ferons un plaisir de rendre vos réflexions, vos questions en top tips ou alors en top trend ou alors pourquoi pas en hot topic. C'était tout pour aujourd'hui. Merci Daniela. Merci Dominique. Merci beaucoup Herman. Plaisir. Pour l'heure, d'ici là, restez connectés, restez curieux et surtout restez agile. ciao. Ciao.